Maintenant, la triste nouvelle du décès de la star de cinéma Val Kilmer, qui a incarné Batman, et Jim Morrison, et qui a également joué dans Top Gun, à l'âge de 65 ans. L'acteur américain oscarisé Gene Hackman, ainsi que sa femme Betsy, ont été retrouvés morts à leur domicile au Nouveau-Mexique. 2025, Hollywood a perdu certaines de ses plus grandes stars, mais le monde l'a à peine remarqué. Une légende de la télévision est morte seule avec le corps de sa femme pendant 9 jours. Une reine des feuilletons est tombée dans les escaliers et ne s'est jamais relevée. Une enfant star a été retrouvée inconsciente dans son appartement de luxe à seulement 39 ans. Ce n'étaient pas que des décès, c'étaient des dissimulations, des secrets de famille et des tragédies que l'industrie a tenté d'enterrer. Ce qui s'est réellement passé à huis clos va vous choquer. Richard Chamberlain. La mort de Richard Chamberlain. Le 29 fin, le 29 mars 2021, une des Texas à Waimanalo, Hawaï, a tiré le rideau sur l'une des vies les plus fascinantes de la télévision. Il était à seulement 2 jours de son 91e anniversaire. Au sommet de sa gloire, il recevait 12 000 lettres de fans chaque semaine. Mais derrière le sourire parfait et le regard fixe, il y avait un homme qui s'était caché pendant la majeure partie de sa vie. Il est né George Richard Chamberlain le 31 mars 1934 à Beverly Hills, mais pas dans les manoirs scintillants que les gens imaginaient. Sa famille vivait du mauvais côté de Wilshire Boulevard. Son père a lutté contre un grave alcoolisme avant de devenir un conférencier respecté des alcooliques anonymes qui a voyagé dans le monde entier. Richard a grandi se sentant comme un étranger bien avant de mettre les pieds sur un plateau de tournage. Lorsque Dr. Kildare est arrivé sur les écrans de télévision 1961, il l'a transformé en séducteur américain presque du jour au lendemain. Mais la gloire était une arme à double tranchant. Il craignait qu'une vérité sur lui-même ne puisse tout détruire. Il était gai à une époque où cela pouvait signifier la fin d'une carrière. Aux yeux du public, il apparaissait aux avant-premières avec de belles actrices à son bras. Réalité, tout cela faisait partie d'un acte soigneusement orchestré. L'acte a fonctionné. Il est devenu le roi incontesté des mini-séries télévisées. 1980, Shogun a captivé le public à travers le pays. 3 ans plus tard, Les oiseaux se cachent pour mourir est devenu un phénomène culturel, attirant 60% des téléspectateurs américains et obtenant 16 nominations aux Emmy Awards. Pendant tout ce temps, il a gardé sa vie privée enfermée. La vérité a finalement éclaté 2003. À 70 ans, il a publié ses mémoires « Shattered Love » et a révélé au monde ce que beaucoup à Hollywood savaient silence. Il a révélé qu'il avait vécu dans la peur pendant des décennies, cachant une relation de 20 ans avec le producteur Martin Rabbit aux yeux du public. Wings. Hauer. La vie de Wings Hauer était le genre d'histoire qu'Hollywood invente habituellement, sauf que la sienne était réelle. Il est né Gerald Dwight Hauer le 12 décembre 1947, plein cœur d'Hollywood. Mesurant 1,4 mm, il apparaîtra un jour dans plus de 100 films et émissions de télévision. Mais le chemin qui y mène a commencé d'une manière qui semblait impossible pour quelqu'un destiné à l'écran. Au début des années 1970, il n'avait rien. Lui et sa fille, bas âge, Britt, étaient sans abri, vivant dans un garage vide, alors qu'il survivait tant que musicien folk et artiste de rue. Les nuits étaient froides, les journées étaient longues. Chaque pièce qu'il gagnait était comme une petite victoire. Ces années ont gravé lui une honnêteté brute, du genre qu'on ne peut pas feindre. C'est devenu le cœur battant de son jeu d'acteur. Son grand moment est arrivé 1982 avec le thriller d'exploitation Vice Squad. Il a joué Ramrod, un proxénète psychotique si imprévisible que le public n'arrivait pas à décider s'il fallait détourner le regard ou continuer à regarder. Il n'a pas seulement joué le rôle, il l'a habité. Et il a même écrit et chanté la chanson thème du film, Neon Slime, laissant sa musique déteindre sur sa performance.
Sa vie hors écran n'était pas moins colorée. Au début des années 1990, il a eu une relation avec Linda Blair, la star de L'Exorciste dont la propre vie avait été façonnée par la gloire et la controverse. La carrière de Hauer a oscillé entre des films sérieux et respectés, comme A Soldier's Story 1934, et des films cultes à petit budget qui lui ont valu un surnom étrange mais approprié. La plus grande star dont vous n'avez jamais entendu parler. Dans ces dernières années, la maladie l'a rattrapé. Une maladie pulmonaire obstructive chronique lui rendait la respiration difficile. Les bouteilles d'oxygène sont devenues une partie de sa vie quotidienne. Pourtant, il s'est comporté avec le même esprit de défi qu'il avait toujours eu. Le 15 mars 2025, à 77 ans, Wings Hauser est décédé à Santa Monica. Il laisse derrière lui sa femme, Callie Lily Hauser, et son fils Cole Hauser, acteur dans Yellowstone. George Wendt. George Robert est décédé le 20 mai 2025 à l'âge de 76 ans. C'était la fin discrète d'un homme dont le visage et la voix ont fait partie de millions de salons pendant plus d'une décennie. Il est décédé dans son sommeil à son domicile de Studio Cité. La nouvelle s'est répandue, mais la réaction a été étrangement discrète pour quelqu'un qui a autrefois fait crier tout un pays. Norm, sans réfléchir pendant des années. Sa santé s'était tranquillement effondrée. Ce qui semblait paisible à la fin était le chapitre de conclusion d'un long et douloureux déclin. Le certificat de décès officiel mentionnait un arrêt cardiaque, mais ce n'était que la dernière étape d'une longue chaîne de dommages. Son corps s'était battu sur plusieurs fronts. Insuffisance cardiaque congestive, maladie coronarienne, hypertension, insuffisance rénale terminale, ce qui signifie que ses reins avaient complètement cessé de fonctionner. Hyperlipidémie, où les niveaux de cholestérol deviennent dangereusement élevés. Ce n'était pas soudain. C'était une guerre lente qu'il perdait petit à petit, même si le public l'imaginait encore souriant sur un tabouret de bar. Pour la plupart des gens, George Wendt sera toujours Norm Peterson de Cheers, l'homme qui s'asseyait à la même place et transformait chaque entrée une blague que le public adorait. Ce rôle lui a valu 6 nominations consécutives aux Emmy Awards entre 1984 et 1939. Il a participé aux 275 épisodes des 11 saisons de la série, l'un des 3 seuls acteurs à l'avoir fait. Cheers elle-même est devenue l'une des plus grandes réussites de la télévision. 117 nominations aux Emmy Awards. 28 victoires. Lorsque le dernier épisode a été diffusé en 1993, plus de 80 millions de personnes l'ont regardé. Un tel succès aurait dû garantir une route facile par la suite, mais la vie après Cheers n'a rien eu à voir avec le confort stable de la série. 1995, sa propre sitcom, The George Wendt Show, a été annulée après seulement 1 mois. D'autres projets sont venus et repartis sans laisser de traces. La gloire n'est jamais partie complètement, mais l'élan, oui. Gene Hackman. Les derniers jours de Gene Hackman ressemblaient à quelque chose tiré d'un de ses propres films. C'était février 2025, et le monde n'apprendrait la vérité que plus d'1 semaine plus tard. Hackman, le double lauréat d'un Oscar, vivait paisiblement dans sa maison de Santa Fe. Sa vie avait été longue, pleine de rôles poignants et d'une carrière d'une valeur de 40 millions de dollars. Pourtant, son dernier chapitre a été cruel d'une manière qu'aucun scénario ne pourrait adoucir. Cela a commencé avec sa femme, Betsy Arakawa. Elle avait 65 ans, toujours dynamique, jusqu'à ce qu'elle tombe malade avec ce qui semblait être une forte grippe. Elle a cherché des réponses sur Internet, lisant des exercices de respiration, cherchant des moyens de soulager l'oppression dans sa poitrine. Elle a même pris un rendez-vous chez le médecin pour le 12 février, mais elle n'y est jamais allée. La vérité était bien plus dangereuse. Elle avait contracté le syndrome pulmonaire à hantavirus, une infection rare et mortelle causée par des excréments de rongeurs, quelque part à l'intérieur de leur maison. Vers le 11 février, elle est décédée. Hackman était déjà plongé dans le brouillard de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé. Il ne pouvait pas comprendre ce qui était arrivé à sa femme. Elle est restée là où elle était tombée,
et il est resté dans la maison avec elle, incapable d'appeler à l'aide. Les jours ont passé dans le silence. Sa santé, déjà fragile, a commencé à décliner. Le 17 février, le stimulateur cardiaque dans sa poitrine a enregistré son dernier rythme irrégulier. Son cœur a lâché, affaibli par une maladie grave et aggravé par une insuffisance rénale. Il est mort seul, toujours dans la même maison où Betsy gisait. 9 jours plus tard, le 26 février, des employés de la maintenance sont venus vérifier l'état du couple. Ils ont frappé, puis ont jeté un coup d'œil par les fenêtres quand personne n'a répondu. À l'intérieur, ils ont vu une scène figée dans le temps. Hackman et Arakawa étaient tous les deux partis. Un de leurs 3 chiens, Zena, était également mort, tandis que les 2 autres avaient survécu d'une manière ou d'une autre. La maison était scellée par le calme inquiétant de la mort. Au début, les enquêteurs ont traité l'affaire comme une affaire suspecte, mais il n'y avait pas de crime, seulement la maladie, l'âge et le calme cruel de l'isolement. Et ainsi s'est terminée la vie de l'un des acteurs les plus respectés d'Hollywood, un homme qui avait quitté le cinéma 2004 pour écrire des romans westerns sans jamais chercher à nouveau les projecteurs. Val Kilmer. L'histoire de Val Kilmer ressemble à quelque chose sorti d'un film. Le 1er avril 2025, à l'âge de 65 ans, il est décédé après une lutte de 11 ans contre le cancer de la gorge. Cela a commencé 2014 et a lentement emporté la chose qui avait porté toute sa carrière, sa voix. Le coup de grâce est venu d'une pneumonie, une fin cruelle à une bataille qu'il avait déjà changée à jamais. Il avait été l'un des acteurs les plus imprévisibles d'Hollywood, capable de disparaître dans n'importe quel rôle. Lorsqu'il a incarné Jim Morrison dans The Doors d'Oliver Stone, 1991, son chant ressemblait tellement à celui de Morrison que même les membres du groupe avaient du mal à faire la différence. Il n'a pas seulement appris les lignes, il a étudié Morrison pendant des mois, jusqu'à ce que ce soit comme si le vrai Morrison était revenu dans le monde. Dans Tombstone, 1993, il a donné au monde son inoubliable Doc Holliday. Il a même appris 1 minute d'un nocturne de Chopin juste pour le rôle. Et quand il s'agissait de la scène, de la mort de Holliday, il a fait remplir son lit de glace par l'équipe pour que la performance soit réelle. Quand les gens lui demandaient comment le rôle l'avait affecté, il ne parlait pas du tout de lui. Il parlait de Doc Holliday comme si l'homme avait vraiment vécu lui. Mais derrière la brillance, il y avait le chaos. La réputation de Kilmer d'être difficile est devenue presque aussi célèbre que son travail. Sur le plateau de l'île du Docteur Moreau 1996, son mariage s'effondrait. Sa femme lui avait remis les papiers de divorce et du divorce juste avant le tournage. Au lieu de rester concentré, il a laissé la colère se répandre dans la production. Il marmonnait ses lignes, semait le trouble et poussait le réalisateur à bout. John Frankenheimer a finalement dit à l'équipe qu'il n'aimait pas Kilmer, qu'il n'aimait pas son éthique de travail et qu'il ne voulait plus jamais travailler avec lui. Tout a changé 2014. Le diagnostic de cancer de la gorge signifiait une opération, de la radiothérapie, de la chimiothérapie et 2 trachéotomies qui ont modifié sa façon de parler et de respirer pour le reste de sa vie. Il a survécu au cancer, mais son corps n'a jamais été le même. Son système immunitaire s'est affaibli, le laissant vulnérable aux maladies comme la pneumonie qu'il a finalement emportée. Son dernier grand rôle au cinéma est arrivé 2022 lorsqu'il est revenu Tank Iceman dans Top Gun Maverick. Le personnage luttait contre le cancer d'œuf, un moment qui a brouillé la frontière entre le film et la réalité. Le regarder dans ce rôle était comme regarder un adieu, calme, puissant et profondément humain. Ozzy Osbourne. La vie d'Ozzy Osbourne s'est terminée comme il l'a vécue, forte, dramatique et inoubliable. Le 22 juillet 2025, le monde a perdu le chanteur de Black Sabbath, âgé de 76 ans. Il est décédé après un arrêt cardiaque soudain à son domicile du Buckinghamshire, Angleterre. La cause officielle était un infarctus aigu du myocarde avec une maladie coronarienne et la maladie de Parkinson avec un dysfonctionnement autonome également mentionné. La réaction a été frénétique.
une ambulance aérienne a atterri près de sa maison à Chalfont-St. Giles et a volé à seulement 13 km jusqu'à l'hôpital de Harefield. L'hélicoptère est resté là pendant environ 1 heure, avec ses moteurs toujours marche, comme s'il attendait un miracle qui n'est jamais venu. Seulement 17 jours plus tôt, le 5 juillet 2025, il avait offert aux fans un dernier souvenir. De retour dans sa ville natale de Birmingham, il a retrouvé Tony Iommi, Geezer Butler et Bill Ward pour Back to the Beginning. Il ne pouvait plus se tenir debout. La maladie de Parkinson lui avait pris cela, mais assis sur un trône noir, sa voix portait toujours le poids de Setsade et Solseni. Ses yeux brillaient, la foule rugissait, et il semblait que tous ceux qui étaient là savaient qu'ils assistaient à la fin d'une époque. Il vivait avec une forme génétique rare de la maladie de Parkinson depuis 2003, bien qu'il ne l'ait dit au monde que 2020. 2025, il ne pouvait plus du tout marcher. Sharon l'a expliqué un jour simplement et douloureusement. Vous pensez que vous levez les pieds, mais ils ne bougent pas. Pas. C'est ainsi que la maladie avait volé son corps. Pièce par pièce. Pourtant, il a refusé de s'éteindre silence. Il a continué à jouer même quand chaque spectacle signifiait se battre contre son propre corps. L'héritage d'Azzy n'a jamais été seulement une question des 13 albums de platine ou du surnom de Prince des Ténèbres. Il s'agissait du chaos, des gros titres, des moments que personne ne pouvait oublier. 1982, lors d'un concert, il a arraché la tête d'une chauve-souris vivante, un moment qui le suivrait à jamais. Il jetait de la viande crue dans la foule. Il a dansé avec la mort à travers des décennies de toxicomanie. Et d'une manière ou d'une autre, il a survécu à tout cela assez longtemps pour choquer à nouveau le monde, devenant un père tendre, confus et étrangement attachant dans The Osbourne MTV. Ce mélange étrange, l'homme sauvage qui terrifiait les parents et le père qui les faisait rire, est ce qui l'a rendu plus grand que nature. David Lynch. David Lynch ne ressemblait à personne d'autre à Hollywood. Né le 20 janvier 1946, il passera plus de 50 ans à créer des films et des séries qui ne se contentent pas de raconter des histoires, il vous entraîne dans un autre monde. Son style était étrange, troublant et inoubliable. Le mot lynchien est devenu son propre terme, décrivant un mélange de beauté onirique et de crainte rampante. Il a remporté une Palme d'Or à Cannes, a obtenu plusieurs nominations aux Oscars et a quand même réussi à garder son travail farouchement personnel. Tout a commencé en 1967 avec Eraserhead, un cauchemar noir et blanc qui a dérouté beaucoup de monde, mais a fasciné suffisamment de personnes pour devenir une légende du cinéma de minuit. Le succès de ce film lui a donné la liberté de pousser plus loin. 1986, Blue Velvet a choqué le public avec son contraste entre l'Amérique ensoleillée des petites villes et les ténèbres inquiétantes qui se cachent de soi. 2001, Mulholland Drive a tordu la réalité si profondément que les critiques débattent encore de sa signification et beaucoup le considèrent comme son plus grand travail. Ensuite, il y a eu Twin Peaks, la série télévisée de 1990 qui mélangeait le drame des feuilletons, le mystère d'un meurtre et le pur surréalisme. C'était tellement différent que les gens n'arrêtaient pas de parler. Et quand elle est revenue de 17, elle était aussi étrange et captivante que jamais. Mais l'art de Lynch n'est pas né de l'imagination seule. À l'âge de 8 ans à Spokane, dans l'État de Washington, il a vu quelque chose qui ne quitterait jamais son esprit. Une femme, nue et couverte de sang, est sortie des ténèbres titubant vers lui. C'était réel, c'était terrifiant. Et c'est devenu la graine de bon nombre de ses images les plus troublantes, y compris les scènes de Blue Velvet. À partir de ce moment, ces films reviennent souvent à la même idée. Des femmes danger, piégées entre l'innocence et l'horreur. On peut le voir dans Inland Empire, dans Lost Highway et, bien sûr, dans Twin Peaks. La même année, alors qu'il n'avait que 8 ans, il a également pris une cigarette. C'est devenu une habitude de toute une vie, une habitude qui finira par le tuer.
2024, Lynch a révélé qu'il souffrait d'emphysème. Cela l'a gardé à la maison incapable de travailler sans oxygène à ses côtés. Le 15 janvier 2025, il est décédé à l'âge de 68 ans. La cause était un arrêt cardiaque provoqué par une maladie pulmonaire obstructive chronique. Son certificat de décès indiquait également la déshydratation comme facteur contributif. Il est décédé au domicile de sa fille à Los Angeles alors que des incendies de forêt ravageaient la ville. Leslie Charlson. Leslie Charlson était plus qu'une actrice de feuilleton. Elle était le cœur battant de la télévision de jour. Pendant 47 ans, elle a arpenté les couloirs de General Hospital, insufflant la vie au Dr. Monica Quartermain, fougueuse et compliquée. Son histoire a commencé loin des lumières d'Hollywood. Elle est née le 22 février 1945 à Kansas City, dans le Missouri. À 19 ans, elle a fait ses premiers pas dans le monde des feuilletons avec A Flame in the Wind de NBC 1964. Mais c'est en 1977 que tout a changé. C'est l'année où elle est devenue Monica. C'est le rôle qui la définira. Au fil des décennies, elle est apparue dans plus de 2000 épisodes et a obtenu 4 nominations aux Daytime Emmy Awards. Son jeu d'actrice n'était pas seulement bon, il était intrépide. Dans une interview de 2023, elle a avoué quelque chose qui a stupéfié les fans. Lorsqu'une scène demandait une gifle, elle ne la simulait pas. Elle giflait vraiment. Elle riait, admettant qu'au moment où les caméras tournaient, toute idée de se retenir disparaissait. Cette audace a rendu son alchimie avec son mari à l'écran, Alan Quartermain, inoubliable. Leur mariage était un chaos et une passion réunie. Ils ont triché, ils se sont battus, ils ont essayé de s'entretuer. Et à travers tout cela, les téléspectateurs ne pouvaient pas détourner le regard. Son dernier chapitre est arrivé plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Le 12 janvier 2025, Leslie Charlson était partie. Le médecin légiste du comté de Los Angeles a expliqué qu'elle était décédée des effets à long terme d'un traumatisme crânien contondant. Les blessures provenaient d'une série de chutes graves qui l'avaient obligée à utiliser un déambulateur. Elle luttait déjà contre l'hydrocéphalie à pression normale, une accumulation dangereuse de liquide dans le cerveau, ainsi qu'une fibrillation auriculaire, de l'arthrite et de l'asthme. Ces luttes avaient tranquillement façonné ces dernières années. Michelle Trachtenberg. Michelle Trachtenberg est née le 11 octobre 1985. Et pendant presque toute sa vie, le monde l'a regardée à l'écran. Sa carrière a commencé alors qu'elle n'avait que 3 ans, mais elle s'est terminée beaucoup trop tôt. Au matin du 26 février 2025, elle a été Regina. Elle a été retrouvée inconsciente dans son appartement de luxe de Manhattan. C'est sa mère qui l'a découverte après que la police a répondu à un appel au 911 à 8h01. Elle n'avait que 39 ans. La carrière de Michelle s'étend sur 3 décennies. Elle a conquis les cœurs tant que Harriet Welch dans Harriet, la petite espionne 1996, alors qu'elle n'avait que 11 ans. Elle est devenue un nom familier tant que Dawn Summers, la jeune sœur de Buffy, apparaissant dans plus de 60 épisodes de Buffy contre les vampires entre 2000 et 2003. Plus tard, elle s'est réinventée jouant Georgina Sparks dans Gossip Girl, une mondaine intrigante qui a prouvé que Michelle pouvait jouer bien plus que les rôles doux et innocents avec lesquels elle avait commencé. La nouvelle de sa mort a stupéfié les fans. Mais ce qui l'a rendu encore plus déchirant, c'est que peu de gens savaient. Dans ces dernières années, Michelle avait mené une bataille silencieuse. Elle avait subi une greffe du foie peu de temps avant sa mort, ce qu'elle n'a jamais rendu public. Des amis ont dit qu'elle était vraiment déprimée émotionnellement et qu'elle s'était confiée sur ses difficultés. La greffe comportait des risques sérieux. Environ 30% des patients ayant subi une greffe du foie développent un diabète, et c'est la complication qui finira par lui coûter la vie. Sa mort n'a été confirmée comme étant causée par le diabète que avril 2025, lorsque les résultats toxicologiques ont été publiés. Au début, il y avait une incertitude
parce que sa famille juive orthodoxe s'opposait à une autopsie pour des raisons religieuses. Jusque-là, les gens ne pouvaient que deviner. Brian Wilson. Brian Wilson est né le 20 juin 1942 et est décédé le 11 juin 2025, quelques jours seulement avant son 83e anniversaire. La cause officielle était un arrêt respiratoire avec une septicémie et une sciite contribuant. Il avait 82 ans et avec lui est partie l'une des carrières les plus extraordinaires, turbulentes et déchirantes de la musique. Il a donné au monde 36 succès du top 40. Des chansons comme Good Vibrations, God Only Knows et l'album Pet Sounds n'ont pas seulement été classés, elles sont devenues une partie de l'ADN même de la musique moderne. Tom Petty l'a comparé à Beethoven. Paul McCartney a dit que God Only Knows l'a fait pleurer. Les harmonies luxuriantes et les enregistrements muraux de sons de Wilson n'ont pas seulement changé la pop, ils l'ont redéfinie. Mais derrière le surf chatoyant et le soleil, sa vie était souvent assombrie par la douleur. Son père a abusé de lui quand il était jeune. Il était partiellement sourd d'une oreille. Il vivait avec un trouble schizoïde qui s'est aggravé dans le chaos de la gloire. À la fin des années 1960, la drogue et la maladie mentale l'ont entraîné vers le bas. Dans les années 1980, il était sous les soins controversés du psychologue Dr. Eugene Landy, qui était accusé de l'exploiter et de le contrôler. Sa bouée de sauvetage est venue sous la forme de Melinda Led Better Wilson, la femme qu'il appelait sa sauveuse et son ancre. Elle l'a aidé à se relever. Mais janvier 2024, elle est décédée de façon inattendue. Sans elle, sa démence s'est rapidement aggravée. Quelques mois, il avait été placé sous une autre tutelle, Anne Burl. Anne Burl était difficile à manquer. Ses cheveux platines sauvages et sa personnalité audacieuse ont fait d'elle l'une des plus grandes stars de Food Network. Elle semblait inarrêtable. Elle a commencé à la télévision 2005 tant que sous-chef dans Iron Chef America avec Mario Batali. Seulement 3 ans plus tard, elle animait sa propre émission, Secrets of a Restaurant Chef. Elle a duré 9 saisons. De 2010 à 2024, elle est devenue le visage de Worst Cooks in America, guidant des cuisiniers amateurs désespérés à travers 27 saisons de désastres et de victoires. Des millions de personnes ont aimé son esprit vif et son style d'amour dur. Mais, loin des caméras, sa vie était beaucoup plus compliquée. 2009, d'anciens employés de restaurants l'ont accusé d'avoir traité les femmes de noms tels que saggy, hoe et même stupid dumb. Ils ont dit qu'elle faisait des remarques grossières sur le décolleté et la vie sexuelle, ne ciblant que le personnel féminin. Des années plus tard, lorsque son restaurant Phil and Anne's Good Time Lounge fermait, des rapports ont affirmé qu'elle traitait son partenaire commercial, Phil Casachelli, froidement, même après qu'il avait versé toutes ses économies dans l'endroit. Au matin du 17 juin 2025, tout s'est terminé de façon déchirante. Vers 7h50, elle a été retrouvée inconsciente dans la douche de son appartement de Brooklyn. Près d'elle se trouvaient environ 100 pilules assorties. Le médecin légiste a confirmé qu'il s'agissait d'un suicide. Elle avait un mélange dangereux dans son système. 2 antihistaminiques, la dianhydramine et la cétarizine, de l'alcool et de l'amphétamine. Elle n'avait que 55 ans. Elle laisse derrière elle son mari Stuart Claxton, qu'elle avait épousé octobre 2021, et son fils Javier. Michael Madsen. Michael Madsen est décédé le 3 juillet 2025. L'homme qui a donné vie à certains des durs à cuire les plus inoubliables d'Hollywood était parti à 67 ans. Ils l'ont trouvé dans sa maison de Malibu à 8h25 du matin, inconscient. La cause était un arrêt cardiaque. Sa carrière s'étend sur plus de 200 films 4 décennies. Mais il y a un rôle qui l'a défini à jamais. 1992, Quentin Tarantino a sorti son premier film, Reservoir Dogs, et Mr. Blonde de Madsen est devenu une icône du cinéma.
La scène de la coupe de l'oreille sur la musique de Stealers Wheels, Stuck in the Middle with You, s'est inscrite dans l'histoire du cinéma. Il dansait avec désinvolture, presque enjouement, tandis qu'un policier était assis ligoté et terrifié. C'était troublant, inoubliable et a contribué à cimenter la réputation de Tarantino pour son mélange de charme et de violence. Des années plus tard, Entertainment Weekly a nommé Mr. Blonde l'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma et de la télévision. Derrière la menace de ces personnages, il y avait un autre Michael, 2 mois avant sa mort. Mai 2025, il a subi une angiographie coronarienne pour vérifier les blocages. Sa santé déclinait, mais il portait toujours cette force tranquille qu'il avait à l'écran. Sa sœur, l'actrice Virginia Madsen, l'a dit le mieux lorsqu'elle l'a appelé Thunder and Velvet, un poète déguisé hors la loi. C'était un rappel que l'homme qui pouvait terrifier des millions de personnes au cinéma pouvait aussi être celui qui, privé, parlait doucement et écrivait de la poésie. Lonnie Anderson. Lonnie Anderson était plus qu'un joli visage à la télévision. Elle était une force. Une femme qui pouvait illuminer une pièce avec un sourire et la faire taire avec une remarque cinglante. Le 3 août 2025, à seulement 2 jours de son 80e anniversaire, elle est décédée à Los Angeles des suites d'une longue maladie. Cela a mis fin à une carrière qui avait duré près de 50 ans et a laissé derrière elle certaines des histoires les plus inoubliables qu'Hollywood ait jamais vues. La plupart des gens l'ont d'abord rencontrée tant que Jennifer Marlowe dans Blue Carpe in Cincinnati, un rôle qu'elle a joué de 1978 à 1982. Elle était la réceptionniste glamour qui savait plus que tout le monde dans la pièce, et elle le savait. Jennifer utilisait son apparence comme une arme, mais elle assurait également le fonctionnement douceur de la station de radio chaotique. Le rôle lui a valu 2 nominations aux Emmy Awards et 3 nominations aux Golden Globe Awards, preuve qu'elle pouvait briser le stéréotype de la blonde idiote et le retourner. Mais sa vie hors écran a souvent fait la une des journaux. Son mariage avec Burt Reynolds, 1988, ressemblait à un conte de fées hollywoodien. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Stroker Ace, 1983, et pendant un certain temps, ils ont été le couple or. Puis, tout s'est effondré. Au moment où leur mariage s'est terminé, 1995, le divorce s'était transformé en une guerre de 2 millions de dollars. Reynolds l'a accusé d'avoir dépensé 45 000 $ seulement 30 minutes sur sa carte platine. Anderson l'a accusé de bien pire. 1995, elle a dit qu'il l'avait frappé une 12aine de fois sous l'emprise de la drogue. Elle a parlé de vivre dans la peur constante de ses humeurs imprévisibles, d'embaucher des nounous pour veiller sur leur fils adoptif, Quentin, chaque fois qu'il était avec Reynolds. La bataille du lait pour la garde a été laide. Il y avait des allégations selon lesquelles il jetait des meubles sur le personnel et ne payait pas la pension alimentaire mensuelle de 15 000 $. Même avec tout le drame, Anderson a continué à travailler. Elle a joué des légendes de l'écran, Jane Mansfield, 1980, et Thelma Todd, 1991. 2 femmes tragiques dont la vie s'est terminée trop tôt. Elle est devenue une ardente défenseur de la sensibilisation à la MPOS après avoir vu ses 2 parents souffrir de la maladie, et beaucoup se sont demandé si sa propre maladie était liée. 1995, elle a raconté sa version de tout dans son autobiographie My Life in High Heels. Elle a promis que ce serait avec tous les défauts parce qu'elle avait fini de se cacher.